Alors, concernant le modèle architecture des ordinateurs, pour ce qui est des généralités, je pense que le plus important, c'est de toujours avoir à l'esprit que l'on travaille avec ce qu'on appelle la machine de von Neumann. La machine de von Neumann, c'est une machine contenant une mémoire centrale et autour de cette mémoire centrale s'articule un certain nombre d'unités comme l'unité centrale de calcul ou CPU, c'est en général votre microprocesseur, et des périphériques d'entrée-sortie. Donc cette architecture est à la base de tous les ordinateurs et différentes périphériques que vous utilisez quotidiennement, comme vos téléphones portables par exemple. Et donc, à part ça, vous avez déjà vu comment était articulée cette machine, la différence avec les autres architectures, la principale étant que dans la machine de von Neumann, on n'a qu'une seule mémoire centrale, c'est-à-dire que les différentes instructions et les données sont stockées dans la même mémoire, alors que pour d'autres machines, il y avait une mémoire pour les données et une autre mémoire pour les instructions. Et donc, cette fusion des deux mémoires en une seule nécessite un certain nombre d'instructions, une certaine architecture auquel on va doucement arriver. Donc, d'abord pour comprendre l'architecture et comprendre comment votre machine marche, il faut comprendre ce que sont les circuits combinatoires. Les circuits combinatoires sont des circuits électroniques qui ont des entrées et des sorties, une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties. Et les sorties, les valeurs plutôt des sorties, ne sont dépendantes que des valeurs qui viennent dans les entrées. Lorsque je vous parle d'entrée et sortie, n'oubliez pas qu'on parle toujours de système binaire, c'est-à-dire des signaux électriques. Et donc, ces différents signaux électriques qu'on aura en sortie ne seront dépendantes que des entrées, ainsi que du circuit combinatoire en lui-même. C'est-à-dire à l'intérieur de ce circuit combinatoire, on va avoir des portes électroniques qui vont nous amener doucement, grâce à les valeurs en entrée, vers des valeurs en sortie. À l'aide des systèmes combinatoires, on peut créer des systèmes assez complexes, mais on va voir cela tout à l'heure. L'un des plus simples circuits combinatoires que vous avez pu voir, c'est le demi-additionneur. Un demi-additionneur est fait pour sommer deux entrées binaires A et B et donner deux sorties. S qui sera la somme des deux entrées et R une retenue. Pourquoi la retenue? Parce que vu qu'on utilise le binaire, si les deux valeurs binaires sont à 1, leur somme sera égale à 2, qui est en binaire 1, 0, et donc on aura besoin d'un deuxième bit pour coder l'information. C'est ça le but du bit de retenue. Et donc, il est très simple de créer ou d'écrire, de trouver la table de vérité d'un demi-additionneur, et à partir de cette table de vérité, on peut extraire les expressions de notre sortie S, somme et R la retenue. Après, il est aussi simple de créer le schéma électronique. Vous pouvez utiliser ModSim et son générateur pour faire cela. Donc, le demi-additionneur n'est fait que pour additionner 2 bits, mais ce n'est généralement pas le cas dans les différents systèmes. On a des informations classées sur plusieurs bits. Et donc, pour sommer deux binaires sur un certain nombre de bits, il faut disposer de ce qu'on appelle un additionneur complet. Un additionneur complet, sa différence avec le demi-additionneur, c'est que en entrée, en plus des informations binaires A et B, on aura une troisième information qui est la retenue. La retenue moins 1. Lorsqu'on parle d'un nombre binaire, on aura plusieurs bits et chaque bit a un certain indice i. Donc, pour sommer deux bits d'indice i,
On devra avoir aussi la retenue de l'indice précédent, c'est tout à fait normal. Et on aura en sortie une somme, c'est l'indice du bit de somme, et la retenue qui sera reportée au demi-additionneur i plus 1, etc. Et donc l'additionneur complet aura trois entrées, le premier nombre, le deuxième nombre, etc. Il est aussi très simple de faire la table de vérité et d'en déduire ensuite les expressions ainsi que le schéma pour la réalisation d'un demi-additionneur. On a aussi vu en télé comment on peut faire un un additionneur complet, pardon, avec deux demi-additionneurs. Je vous conseille d'aller réviser cela dès que vous le pouvez. Et donc, les additionneurs complets sont ce qui est réellement utilisé dans notre architecture pour sommer des nombres binaires. On va mettre un certain nombre d'additionneurs complets en série pour pouvoir additionner des nombres entre eux. Des nombres binaires, je précise. On a aussi ce qu'on appelle un comparateur. C'est ce qui permet de faire des comparaisons entre différents nombres. Et donc un comparateur est utile par exemple lorsque vous avez des conditions. Il faut savoir que lorsque vous allez faire un if, ou plus précisément avec l'assembleur avec des sauts conditionnés, vous allez faire des comparaisons. Et ça va utiliser des comparateurs dans votre microprocesseur. Et donc un comparateur est un circuit combinatoire qui va permettre de comparer deux nombres A et B. On aura deux entrées binaires, A et B, et on a trois sorties pour trois cas de figure différents. On a le cas de figure Fs où notre premier nombre A par exemple est supérieur au deuxième nombre B, et il prendra 1 que à ce moment-là. On a FE qui est la sortie qui signale une égalité entre les deux entrées, et donc elle aura un 1 si les deux entrées seront exactement égales. Et on a FI qui va donner un résultat 1 seulement si le premier nombre est inférieur au deuxième nombre. Et donc à partir de cela, on peut déduire une comparaison entre veuillez remarquer que à chaque étape on n'a qu'une seule sortie d'active, et donc avec un comparateur on ne peut pas avoir plus de deux sorties actives à la fois. Et comme pour les autres circuits combinatoires, il suffit de déduire d'après la table de vérité les expressions mathématiques ou logiques de chaque sortie, et par la suite on réalisait le schéma. C'est toujours très simple, ce ne sont que des circuits combinatoires assez simples pour le moment. Quelque chose qui vous a donné plus de fil à retordre, on va dire, surtout pendant le test, c'est le multiplexeur. Le multiplexeur est un circuit combinatoire qui va nous permettre de sélectionner une entrée à partir d'un ensemble d'entrées. Cette entrée sera par la suite connectée à la sortie. C'est-à-dire que n'importe quelle valeur reçue sur cette entrée sera propagée automatiquement vers la sortie. Et donc S pourra prendre les valeurs de E0, E1, E2 ou E3 dans notre exemple. Ces valeurs, on ne les connaît pas forcément, c'est juste qu'on a par exemple mis un fil conducteur entre S et E1. C'est-à-dire que si j'aurai 0 à E0, pardon, S sera égal à 0, et si j'ai 1 à E0, S sera égal à 1, comme vous pouvez le déduire assez aisément. Comment ensuite on va sélectionner avec quoi S est connecté? Cela on le réalise avec ces entrées de sélection comme leur nom l'indique. Et suivant le code qui va être retrouvé sur ces
entrées de sélection, sera choisie l'entrée à connecter avec notre sortie. 0, 0, ça veut dire qu'on aura E0 qui est connecté avec S. 0, 1, c'est E1 qui sera connecté avec S, etc., etc. Et donc, notre multiplexeur réalise juste un rôle, on va dire, de choix. Il n'impacte pas en réalité les valeurs qui sont données en sortie. Celles-là, elles dépendent de l'entrée, mais il va impacter la sélection de l'entrée suivant les codes fournis dans ces valeurs de sélection, ces entrées de sélection, pardon. Et donc, pour connaître le nombre d'entrées de sélection nécessaires, il faut connaître le nombre d'entrées qu'on aura à coder. Donc, il faut toujours avoir un nombre de bits ou un nombre d'entrées de sélection nécessaires pour coder toutes les entrées. Il faut que chaque entrée puisse avoir un code binaire. Et prenez toujours en plus, d'accord? Donc, si on a 5 entrées, on va prendre 5 entrées ici jusqu'à E4 par exemple, on va avoir C0, C1 et C2 qui nous permettent de coder 8 entrées. C'est pas grave si on a des codes qu'on va pas utiliser. Mais on peut pas garder seulement C0 et C1 parce que la E4 on n'aurait pas de code à lui affecter. Le démultiplexeur quant à lui fait le chemin inverse ou a le rôle inverse. Maintenant on a une seule entrée et on a un certain nombre de sorties. Et je dois, suivant un certain code qui est fourni par les entrées qui est fourni aux entrées de sélection, passer l'information contenue dans mon entrée à une sortie. C'est la même chose, c'est juste une liaison ici. Je vais lier électroniquement E et S0, E et S1, etc. Je n'ai pas de réelle incidence sur l'information qui est transmise à ces dernières. C'est pour ça que dans la table de vérité ici, vous voyez que là, on aurait pu ajouter, je me suis trompé ici, je mets non excuse, c'est pas un I mais c'est un E, où on peut faire X, ça dépendra de la valeur de E. Et donc, lorsque une sortie est sélectionnée, par exemple si j'ai 0, 0 dans mes entrées de sélection, j'aurai lié mon entrée avec la sortie. Toutes les autres sorties seront toutes les autres sorties seront des valeurs de 1, soit des valeurs de 0, mais ces valeurs sont dépendantes de E. Donc si vous voulez mieux comprendre, on pourrait dire que en mettant 0, 0 dans C1 et C2, j'ai mis un fil entre mon entrée et ma sortie S0. Donc tout ce que j'aurai en entrée passera en sortie. Les restes seront mis à 0 et il n'y aura aucun courant qui passe dans ces sorties parce qu'elles ne sont liées à rien du tout. Et donc, là, ce que j'aimerais vous dire que l'une des utilisations par exemple pour le multiplexeur, c'est de faire passer un signal qui était sur des câbles parallèles, comme par exemple les nappes que vous utilisez dans vos ordinateurs, à une sortie séquentielle. Je vais d'abord faire passer ce bit, ensuite ce bit, etc. Et donc si on a des informations en parallèle, par exemple sur un câble RG45, et qu'on veut les transférer ensuite sur USB, il va falloir utiliser un multiplexeur. Inversement, si je veux transférer des informations qui étaient dans un câble série vers un câble parallèle, je vais devoir utiliser un démultiplexeur. À chaque fois que je reçois un bit, je le mets dans une certaine sortie.
et ainsi de suite. Je vous conseille de rechercher cela sur internet, vous allez rapidement comprendre cette notion. Maintenant, qu'est-ce qu'un décodeur? Un décodeur, c'est à peu près, ça ressemble un petit peu à, on va dire, un multiplexeur ou un démultiplexeur. Mais ce qu'on avait vu dans les multiplexeurs et les démultiplexeurs, c'est qu'on faisait seulement une liaison. On mettait, par exemple ici, je lis E1 à S0. Je ne sais pas quelle information rentre dans E. Ça peut être un 0 comme ça peut être un 1. Et donc, je ne saurais pas ce qui est en sortie de S0. Par contre, pour un décodeur binaire maintenant, suivant le code que je vais donner en entrée, ce dernier va activer une sortie. Cette sortie sera à 1 et les autres seront à 0. Mais par exemple, pour ce décodeur, on a, lorsque les entrées sont à 0, 0, c'est ma entrée S0 qui est active. Lorsque j'ai mes entrées 0, 1, c'est la sortie S1 qui est active, ainsi de suite. Et donc, le petit V là, c'est juste une entrée d'activation et de désactivation pour activer ou désactiver le décodeur. Et donc, il est assez simple de trouver les différentes équations liées à chaque sortie et par la suite faire le schéma. Une manière simple de créer un décodeur est d'utiliser un démultiplexeur. Si je mets mon entrée E à 1, je la fixe à 1, elle aura toujours 1 comme entrée. Et que ensuite je dis que C0 et C1 ce sont mes entrées A et B, je me retrouve avec un décodeur. Parce que suivant les valeurs que je vais mettre à A0, elles vont brancher à chaque fois une sortie avec mon entrée qui est mise à 1 et comme ça j'aurai mon décodeur binaire. L'encodeur binaire maintenant, c'est pratiquement l'inverse. Je vais avoir une entrée qui s'active à chaque fois, une seule, je dis bien une seule, je vais insister là-dessus. Et donc à chaque fois que je vais activer, que j'aurai une entrée qui s'active, j'aurai le code correspondant à cette entrée qui sera fourni dans les sorties X et Y. Donc si j'ai un 1 qui arrive à I0, j'aurai le code correspondant à I0 dans XY, c'est-à-dire 0, 0 par exemple, et ainsi de suite. Cela permet par exemple de décoder quelles touches sont utilisées par votre clavier. Quand j'appuie sur une touche, ça va activer une certaine entrée d'un décodeur qui va lui transmettre un code binaire en sortie. Et le code binaire sera généralement le code ASCII de votre touche, par exemple. Vous pouvez chercher de plus amples informations sur les décodeurs sur Internet, sur comment marche un clavier numérique. Ça peut être aussi utilisé dans votre écran tactile de votre téléphone portable. Lorsque vous appuyez sur une zone de l'image, ça va activer ou ça va mettre en contact un circuit qui passera par un décodeur. Donc, une entrée sera active. En la décodant, on aura le code de la colonne où c'est appuyé votre pouce ou votre doigt généralement, et avec un autre décodeur on aura la ligne, et ainsi on pourra extrapoler quelle zone de votre écran vous avez, sur quelle zone plutôt de votre écran vous avez appuyé. Et donc on va s'arrêter ici pour ce qui est des circuits combinatoires. On va passer après à ce que sont les circuits séquentiels.